Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle version courte des cours du confinement. Aujourd'hui, on va parler de l'aponévrose plantaire et de la pathologie de la plante du pied. Donc, pour commencer, on va faire un bref rappel anatomique sur les structures qui composent la plante du pied. Donc, bien sûr, le plus en profondeur, il y a les structures osseuses avec le calcanéus, qu'on voit ici sur ce schéma, qui viennent recouvrir le calcanéus. Donc, on a des structures nerveuses, avec voilà, deux nerfs principaux, le nerf plantaire latéral et le nerf plantaire médial. Et j'ai aussi représenté sur le schéma le nerf calcanéen inférieur, branche du nerf plantaire latéral, puisqu'il a une importance en pathologie. On y reviendra un peu plus tard. Voici donc il y a aussi un réseau veineux assez important qui a une importance en pathologie que je ne détaillerai pas dans ces exposés, voilà, que j'ai représenté sur le schéma qui est assez complexe. Ensuite, donc bien sûr, on a quatre corps musculaires que vous connaissez peut-être. Plus en profondeur, on a voilà, représenté ici le muscle carré plantaire, puis qui viennent recouvrir le muscle carré plantaire. On a trois muscles, de dehors en dedans, le muscle abducteur du 5, le muscle court fléchisseur des orteils et le muscle abducteur du 1. Donc, l'aponévrose plantaire vient recouvrir l'ensemble de ces surfaces et est séparée en trois faisceaux. Le faisceau latéral, le faisceau central et le faisceau médial. Et pour finir, on a ce qu'on appelle le coussinet graisseux plantaire, qui est vraiment au niveau de la partie proximale de la plante du pied, qui recouvre l'aponévrose plantaire au niveau de son insertion. Donc voilà, on a fait le tour de l'ensemble des structures, donc os, muscles, nerfs, vaisseaux, aponévrose et graisse viennent composer, sont les structures qui composent la plante du pied. Donc maintenant, parlons de la pathologie. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la pathologie peut concerner l'ensemble des structures qui composent cette plante du pied. En effet, au niveau de l'os, on peut retrouver des fissures osseuses, au niveau des nerfs, des neuropathies, au niveau des vaisseaux et donc des veines, des thromboses veineuses, au niveau de l'aponévrose, l'aponévropathie, et il existe une pathologie de la graisse également qu'on appelle la talonnade. Alors, bien entendu, l'aponévropathie est la pathologie la plus fréquente de l'aponévrose plantaire, et c'est celle qui va nous intéresser le plus particulièrement dans cet exposé. Donc, la pathologie de l'aponévrose, elle intéresse vraiment l'aponévrose centrale, qui est la plus épaisse et qui est donc de loin la plus concernée par la pathologie. Cette aponévrose centrale, elle peut être pathologique à trois endroits. Elle peut être pathologique au niveau de l'insertion. On parlera d'anthésopathie, c'est la pathologie de l'insertion de l'aponévrose. Celle-ci peut être soit mécanique, soit inflammatoire. On y reviendra également. On aura ensuite les pathologies du corps, corporéal. Et en fait, quand on est dans une pathologie du corps, ça peut être soit une aponévropathie, soit une fibromatose. On apprendra comment les différencier. Puis les pathologies distales, et quand on est en distalité, on aura plutôt des fibromatoses. Pour finir, la rupture peut intéresser de manière indifférente l'insection, le corps et en distalité, sachant que c'est plus rare la rupture distale. Donc voilà, on a fait un rappel sur l'anatomie et la pathologie en général, et je vais vous présenter quelques cas cliniques de manière à voilà, un petit peu mieux appréhender la pathologie de la plante du pied. Donc le cas clinique numéro 1, c'est un cas clinique très simple. C'est un patient qui a une thalalgie plantaire qui évolue depuis 3 semaines. Donc voilà, on voit ici chez ce patient une pathologie de l'aponévrose plantaire. Et en fait, comment on pourrait décrire cette pathologie? En fait, il faut s'intéresser à trois structures. Quand on est dans une pathologie de l'insertion de l'aponévrose plantaire, on va étudier l'aponévrose, l'os, le tissu mou. Alors l'aponévrose, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'elle est très épaissie, qu'il y a un hypersignal et qu'il y a une perte de la structure fibrillaire. Pour l'os, on voit ici qu'il y a un œdème osseux et qu'il y a un anthésophyte sous-calcanéen. Et pour le tissu mou, on voit une infiltration des tissus mous au contact. En fait, la pathologie de l'ensemble de ces structures, aponévrose, os, tissu mou, témoigne de l'anthésopathie plantaire. Et dans ce cas-là, il s'agissait d'une anthésopathie mécanique. On y reviendra plus tard. Alors, comment on peut diagnostiquer en imagerie l'anthésopathie plantaire? La radiographie n'a pas d'intérêt, elle est très souvent normale. On peut parfois retrouver un anthésophyte qu'on appelle aussi épine calcanéenne, mais en vérité, ce n'est seulement dans 50% des anthésopathies, et plus important, 15 à 30% des patients asymptomatiques présentent une épine calcanéenne. Donc j'insiste sur ce point, la recherche de l'épine calcanéenne n'a aucun intérêt pour le diagnostic d'anthésopathie plantaire, et la radiographie, plus généralement, a de grands intérêts. En fait, ce qui va faire le diagnostic d'anthésopathie plantaire, ça va être l'échographie ou l'IRM. De manière un peu indifférenciée, les deux peuvent faire le diagnostic, sachant que l'échographie est plus facilement accessible et moins chère. Donc voilà, c'est
ce que je vous ai dit, c'est on étudie l'aponévrose, l'os, les tissus mous. L'aponévrose, comme sur cet exemple, vous voyez, on recherche un épaississement, il est assez modéré, un hypersignal et une perte de la structure fibrillaire en IRM. En échographie, donc, ce sera une hypoécogénicité. Pour l'os, en IRM, on va chercher l'œdème osseux qu'on ne verra pas en échographie. En échographie, on cherchera des calcifications, excusez-moi, de l'ossification et des érosions corticales. Et les tissus mous, en IRM, l'œdème des tissus mous, sur cet exemple, il est assez modéré. Et en échographie, l'infiltration et l'hypervascularisation de clair couleur. Donc voilà, on a dit voilà, comment diagnostiquer l'angiopathies. On étudie en échographie ou en IRM l'aponévrose, les tissus mous et l'os. Très bien, mais on avait vu au début d'exposé que l'angiopathies, elle peut être mécanique ou inflammatoire. Or, quand on pose une diagnostic d'angiopathies avec ces critères, je ne vous ai pas expliqué comment différencier les deux étiologies. Et ça peut parfois être très difficile. Je vais essayer de vous donner quelques clés pour différencier ces deux étiologies. Alors, voici un exemple d'un patient jeune, je pense à un plumé de la vingtaine, qui avait donc pareil une thalalgie plantaire, et on voit cette IRM. Donc voilà, une coupe sagittale T1, une coupe sagittale T2 FATSAT. Alors pareil, on va prendre la même façon d'analyser, aponévrose, os, tissu mou. Qu'est-ce qui saute aux yeux? L'aponévrose, elle est normale, subnormale, moi je la trouve normale dans cet exposé, dans cet examen. Par contre, l'os, on voit qu'il y a un œdème osseux qui est étendu. J'insiste, il est étendu, l'œdème osseux, avec une aponévrose qui est normale. Et il y a aussi une infiltration, un œdème important des tissus mous. Cette imagerie, ces anomalies nous permettent de poser le diagnostic de manière plutôt certaine d'angiopathies rhumatismales. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord connaître la physiopathologie de ces deux entités, mécanique et inflammatoire. Donc voici un schéma anatomique. On voit l'aponévrose plantaire, le fibrocartilage qui est au niveau de l'insertion de l'aponévrose plantaire en bordeaux. Et en fait, on va parler de l'histoire naturelle des antézopathies. Dans l'antézopathie inflammatoire, en vérité, c'est une maladie qui commence au niveau du fibrocartilage. On dit que le rhumatisme inflammatoire de type spondyloarthrite est une pathologie du fibrocartilage. Donc l'inflammation débute proche du fibrocartilage et dans l'os, comme je l'ai représenté sur ce schéma. Et que secondairement, qu'elle s'étendra aux structures du voisinage, au tissu mou, à l'aponévrose, dans cet exemple. Donc ça sera d'abord os, puis secondairement aponévrose, tissu mou. Dans l'atteinte mécanique, c'est le contraire. C'est d'abord une lésion de l'aponévrose, secondaire à des microtraumatismes, et ce n'est que secondairement qu'il y aura une atteinte osseuse et un œdème de l'os. Donc vous voyez, c'est très inversé. D'abord le tendon ou l'aponévrose, et ensuite l'os dans le mécanique. D'abord l'os et ensuite le tendon dans l'inflammatoire. En partant de ces données physiopathologiques, on a eu en fait l'idée dans le service de penser une étude en se disant, voilà, l'atteinte osseuse devrait être plus importante, plus étendue dans les causes rhumatismales, avec une aponévrose quasi normale, contrairement à l'atteinte mécanique, où l'aponévrose devrait être très pathologique et l'atteinte osseuse moins importante. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a en fait comparé l'étendue de l'œdème osseux et l'atteinte de l'aponévrose dans les différents cas. Et en fait, on a constaté que avec un œdème osseux de plus de 16 coupes et une aponévrose plantaire de moins de 5,7 mm, donc quasi normale ou subnormale, on était quasi certain de constater un diagnostic de rhumatisme inflammatoire. Dans ce cas-là, par exemple, on voit un œdème osseux étendu, une aponévrose normale ou subnormale. Il s'agit très probablement d'un rhumatisme inflammatoire. Dans ce cas-ci, effectivement, on a un œdème osseux qui est étendu, mais on a une aponévrose qui est très épaissie. Donc, ça ne colle pas, parce que nous, on a besoin d'avoir les deux. On a besoin d'avoir un œdème osseux étendu et une aponévrose normale, puisqu'on sait qu'à terme, une antézopathie mécanique avec une aponévrose très épaissie pourra aboutir à un œdème osseux important. Mais l'association des deux est très rare dans l'atteinte mécanique, étant donné que ça commence au tendon et pas à l'os. Donc, c'était une étiologie mécanique. Donc voilà, donc on a réussi à déterminer dans le service qu'un œdème osseux très étendu avec une aponévrose normale ou subnormale était un argument en faveur d'un rhumatisme inflammatoire. Donc voilà, antézopathie, on sait porter le diagnostic et on sait différencier la cause mécanique de la cause inflammatoire. Maintenant, il existe d'autres pathologies de l'aponévrose plantaire et de la plante du pied. Voici un autre exemple où c'est un patient qui avait une tuméfaction
plus ou moins douloureuse de la plante du pied, chez qui on avait réalisé une échographie, qu'on retrouve ici, et une IRM. Voici les coupes coronales T1 et T2 Fatsat. Je vous laisse voilà, les regarder un petit peu. Voici la coupe sagittale T2 Fatsat. Alors, qu'est-ce qu'on constate dans cet examen? On voit en fait un épaississement nodulaire qui est hyper T1 modéré par rapport au muscle, très modéré, et hyper T2, qui infiltre et vous voyez qui dilacère les fibres de l'aponévrose plantaire. On dit un aspect cérébriforme. Et vous voyez qu'il a beau dilacérer les fibres de l'aponévrose plantaire et être assez gros, il n'infiltre absolument pas les muscles sous-jacents. Il respecte le fascia profond de l'aponévrose et ne vient pas infiltrer les structures sous-jacentes. C'est une imagerie typique, assez impressionnante, mais typique de fibromatose plantaire ou de maladie de lait de rose. La fibromatose plantaire et la maladie de lait de rose, on va faire un bref rappel. C'est important la localisation. Un argument fort, c'est qu'elle est souvent bilatérale et qu'elle est de temps en temps multiple. Elle est, comme je le disais, souvent distale au niveau de la base des métatarsiens. D'accord? Au niveau du corps, mais vraiment en distalité au niveau de la base des métatarsiens. C'est rare qu'elle soit proximale. Comme on a vu dans l'exemple, c'est un épaississement nodulaire infiltrant. Vous voyez ici, pareil, ça dilacère les fibres sans aucune extension aux muscles sous-jacents. Et, alors ça c'est important, le signal il peut être variable et même le rehaussement. Vous voyez dans cet exemple, il y a une prise de contraste de la fibromatose parce que c'est une fibromatose qui est jeune. Et donc la fibromatose jeune est en hypersignal T2 et peut se rehausser après l'injection de gadolinium. Ça n'élimine absolument pas le diagnostic. Alors, il y a des diagnostics différentiels de cette fibromatose, mais quand on connaît bien cette pathologie, on ne doit pas se tromper. L'aponévropathie corporeale, déjà, elle est proximale. Elle est plus rarement distale. Elle est plus souvent unique, plus souvent unilatérale. Et elle est vraiment, voilà, vous voyez, en hyposignal T2 et absolument pas en hypersignal et elle n'a pas cet aspect de dilacération des fibres. Ensuite, les tumeurs des tissus mous, elles sont aussi uniques et unilatérales. Elles infiltrent les plans musculaires et elles sont de signal variable avec prise de contraste. Donc voilà, donc en fait, maintenant, on sait différencier l'aponévropathie versus la fibromatose en sachant qu'il y a aussi un argument de localisation, puisque l'aponévropathie va plutôt être corporéale proximale et la fibromatose va plutôt être corporéale distale. Bien sûr, il y a aussi de la sémiologie. Alors, voici le cas numéro 4 maintenant. Toujours de la pathologie de l'aponévrose. C'est un patient qui a présenté une douleur brutale survenue à la suite d'une impulsion sur un pied. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette image? On a du mal à bien distinguer l'aponévrose plantaire. On ne la visualise pas très bien. Il y a une sorte d'interruption hypoécogène mal limitée. Et en plus, on cède de l'anamnèse. Ce patient, il a une douleur brutale. À quoi on pense immédiatement? On pense en fait à une rupture de l'APS. Et pour confirmer le diagnostic qui est quand même pas aisé sur cette échographie, on lui a réalisé une IRM. Et cette IRM objective immédiatement la solution de continuité de l'aponévrose au niveau de sa partie proximale. Voilà, on a une perte de l'aponévrose, aussi bien dans le plan sagittal que dans le plan coronal, et donc on confirme cette rupture de l'aponévrose plantaire. Alors voilà, il y a deux types de rupture de l'aponévrose plantaire. Elle est tout le temps débrutale, mais elle peut être soit ancienne, c'est-à-dire sur une aponévropathie chronique, et donc on la trouvera plutôt au niveau de son insertion, ou alors elle peut être inaugurale chez le sportif, et on la verra plutôt au niveau du corps. Ça, c'est les deux différences, soit ancienne au niveau de l'insertion, soit inaugurale au niveau du corps. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de la pathologie de l'aponévrose, et notamment là des ruptures. Donc rupture au niveau de l'insertion ancienne et inaugurale chez le sportif, corporéale et distale. Voilà, donc comme je vous disais au début d'exposé, bien sûr que la pathologie de l'aponévrose est de loin la plus fréquente pour la pathologie de la plante du pied, mais il faut savoir, il faut connaître et savoir évoquer les quelques diagnostics différentiels pour ne pas passer à côté d'une autre hypothèse ou d'une hypothèse surajoutée. Voilà par exemple dans cet exemple le cas numéro 6, c'est un patient âgé de 32 ans qui présente une anténopathie plantaire mécanique en échographie. Il a une douleur persistante malgré une prise en charge médicale bien conduite et donc on lui réalise une IRM. Donc sur cette IRM, on constate effectivement une pathologie de l'insertion de l'aponévrose plantaire, mais quand on regarde le reste de l'examen, qu'est-ce qu'on trouve? On retrouve un hypersignal du muscle abducteur du 5. Voilà, en coronal et en sagittal. Donc il y a un hypersignal du muscle, et qu'est-ce que c'est en fait que cet hypersignal? C'est ce qu'on appelle une neuropathie de Baxter, et c'est une dénervation récente, secondaire à une neuropathie de Baxter. C'est une pathologie qu'il faut connaître, une pathologie de plante du pied qu'il faut connaître.
En fait, c'est quoi? C'est une irritation du nerf calcanéen inférieur dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une branche du nerf plantaire latéral et en fait qui va passer proche de l'aponévrose plantaire et donc de son insertion. Et c'est donc pour ça qu'elle est parfois associée à l'antésopathie plantaire parce qu'elle va être traumatisée au même titre que l'aponévrose plantaire. Donc voilà, il y a deux sites de conflit, comme je disais, sous l'aponévrose plantaire est donc associée à l'antésopathie et aussi entre le carré plantaire et le cou fléchisseur des orteils puisqu'elle passe à cet endroit-là. Euh, alors, il faut savoir que le cas que je viens de présenter avec un hypersignal du muscle adducteur du 5, c'est quand même assez rare. Moi, j'en ai quasiment jamais vu dans mon expérience. Et je remercie le docteur Benoît Capon qui m'a donné un exemple. Parce que c'est dans ce cas-là qu'elle peut être douloureuse. Si effectivement, je vois cette dénervation au temps précoce avec un œdème du muscle, alors là, je peux dire oui, je peux rattacher les douleurs à cette dénervation, à cette neuropathie de Baxter. Mais vous allez voir que dans votre pratique, et vous avez peut-être déjà constaté que dans votre pratique, on constate très souvent une neuropathie de Baxter au stade tardif, c'est-à-dire comme dans cet exemple, avec une dénervation, une dégénérescence graisseuse du muscle adducteur du 5. Et dans ce cas-là, on ne peut absolument pas euh, rattacher la douleur, puisque c'est au stade tardif, c'est très fréquent et c'est normalement indolore. Et c'est quand même dans ce cas-là qu'on les retrouve le plus souvent. Donc, il ne faut pas rattacher la douleur, euh, voilà, la douleur à la neuropathie quand on n'a pas la phase d'œdème osseux. Voilà le cas numéro 7 par lequel je finirai. Je remercie le docteur Jean-Michel Verzut pour le partage. Donc, voici une coupe salitale T2 FATSAT. Voici les coupes coronales T2 FATSAT et T1. Donc, pareil, c'est un patient qui avait une pathologie plantaire. Il avait des aponévroses plantaires strictement normales, comme on voit dans cet exemple. Et en fait, bon, là, les images sont centrées, donc c'est assez facile, mais il faut y penser en échographie quand on a une aponévrose plantaire qui est normale avec une plantalgie. Il faut y penser en IRM quand on a une aponévrose plantaire qui est normale avec une plantalgie. C'est un diagnostic qui est rare, mais que vous allez rencontrer si vous faites un petit peu d'IRM ostéo-articulaire. Donc voilà, il faut absolument penser à la thrombose de la veineuse plantaire et ça peut être un peu troublant, un peu difficile de diagnostic en IRM, mais il faut être alerté par l'augmentation du calibre de la veine et puis surtout une infiltration des parties molles qui va entourer la veine. Ça, c'est un argument assez fort pour une thrombose. Et en cas de doute, vous faites un contrôle échographie en Doppler et vous aurez le diagnostic. Donc voilà, on a fait le tour. Euh, donc la pathologie de la ponévrose plantaire est de loin la cause la plus fréquente de pathologie plantaire. Il existe différents types d'atteintes qui prennent une localisation et des signes caractéristiques en imagerie qu'on a vus. Et donc, vous devez savoir différencier les différentes causes au niveau de l'insertion, au niveau du corps, en distalité. En l'absence d'anomalie de la ponévrose ou de résistance au traitement, il faut savoir évoquer les diagnostics différentiels, la thrombose de la veine plantaire, la neuropathie, les fissures osseuses, la talonnade, donc c'est l'infiltration du coussinet plantaire, qui est un diagnostic assez rare, mais qu'il faut savoir évoquer également. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à très vite pour d'autres cours.